Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios Coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent, au cœur du quartier des spectacles. Ici Sophia Zito pour la prochaine heure. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Intention Inc. parce qu'on enregistre notre 100e épisode. Et ça nous prenait un invité spécial pour le faire, quelqu'un qui est capable de nous donner une vue d'ensemble de l'entrepreneuriat au Québec. On a la personne toute désignée, Monsieur Pierre Fitzgibbon. Monsieur Pierre Fitzgibbon est diplômé des HEC de Montréal et membre de l'Ordre des CPA du Québec. Il détient également un certificat en gestion de l'Université Harvard. Avant de faire le saut en politique, Pierre Fitzgibbon a occupé divers postes en finance et en développement d'entreprises et développement des affaires dans des entreprises comme chez Télésystème Mobile International, Chase Capital Partners de Hong Kong, Domtar et Tapi Purlis. Il a été vice-président du conseil de la financière Banque nationale et du groupe Banque nationale et président et chef de la direction d'Atrium Innovation. Pierre a été directeur associé pour partenaire Walter Capital, puis a travaillé comme audit et service conseil pour PricewaterhouseCoopers. Membre de plusieurs conseils d'administration, la Caisse de dépôt de placement du Québec, WSP, Héroux DevTech, Groupe Transcontinental, Fonds Cycle Capital, Neptune Technologies, Lumenpulse et Ariane Phosphate. Pierre Fitzgibbon a également œuvré au sein de plusieurs organismes à but non lucratif, dont la Fondation du Dr Julien. C'est en 2018 que M. Fitzgibbon fait le saut en politique où jusqu'à récemment, il a été ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en plus d'être ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole de la région de Montréal. Celui qu'on appelait le super ministre a remis sa démission comme député le 5 septembre 2024 et il entame maintenant un nouveau chapitre de sa vie. Pierre Fitzgibbon, bienvenue à Intention Inc. Bonjour Sophia, ça fait plaisir d'être ici avec toi. J'essayais d'être en accéléré, tu as tellement une longue feuille de route. Pierre, j'aurais le goût de commencer. Bien, premièrement, on s'est donné la permission de se tutoyer, juste pour que les gens ne soient pas surpris. J'ai le goût de commencer avec la question, entrepreneur ou politicien? En fait, je suis un intrapreneur. OK. Parce que je pense qu'il faut distinguer l'entrepreneurship des gens qui peuvent travailler avec les entrepreneurs. Alors, quand je regarde ma carrière professionnelle, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs. J'étais à l'aise avec eux autres, soit comme conseiller financier, soit comme exécutif. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vraiment prend des risques, des grands risques. Mais un entrepreneur, ce sont des professionnels qui peuvent bien s'ajuster à l'entrepreneuriat. Alors moi, je me considère un entrepreneur. J'aime que tu as bien fait la distinction. Puis c'est vrai, les entrepreneurs nous disent souvent, ça revient souvent que comme la prise de risque. Mais personne ne peut dire que tu n'en as pas pris dans ta carrière, ton cheminement. Je pense que tu es quelqu'un qui doit être quand même assez à l'aise avec la prise de risque. D'ailleurs. Oui, mais je pense que je fais la nuance parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se qualifient entrepreneurs qui ne le sont pas. Oh mon Dieu, qu'il y en a qui doivent être contents de t'entendre. C'est vrai, tout le monde se qualifie entrepreneur parce qu'effectivement, tu peux dire je prends des risques entrepreneurs, mais je pense qu'il y a des risques plus précis qu'on doit définir. Ça étant dit, la ligne est mince, là. J'aime m'appeler entrepreneur parce que c'est avec monsieur Charles Sirois que j'ai travaillé longtemps qu'on a fait la distinction. Parce qu'il y a des gens qui entreprennent, prennent des risques financiers, d'autres qui travaillent avec eux autres, d'autres actionnaires qui sont pas dirigeants. Alors, tu penses qu'il faut faire attention, mais oui, j'aime. La ligne est mince. Mais c'est le fun que tu le dises parce que nous, on reçoit des entrepreneurs tout le temps. Et je pense qu'on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat, mais des fois, il y a tout le parcours pour se rendre qui peut avoir l'air anodin une fois que tu es rendu en haut. Puis les entrepreneurs je suis certaine qu'ils sont très contents de t'entendre préciser ce point-là. Là, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, mais peut-être avoir la chance de te connaître un petit peu plus, parce que là, on a parlé de ton parcours professionnel, mais si on avait à décrire l'homme? Ben, écoutez, je pense qu'on va commencer par le professionnel. Disons, je suis une formation de comptable. J'ai travaillé dans une firme de comptabilité. J'ai fait 10 ans. J'ai fait beaucoup de conseils financiers. Je trouvais intéressant d'aider les gens. Après, j'ai été dirigeant de plus grandes entreprises, en finance toujours. Et j'ai un jour eu l'opportunité de diriger une entreprise comme chef de la direction, ce que j'ai fait pendant 7 ans, une compagnie à Québec, c'était Atrium Innovation. Donc, j'ai été capable de passer de la finance au conseil, à l'opération, qui est important parce qu'il faut avoir une vue large. J'ai travaillé à la Banque nationale, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé pour Charles Sirois, qui est un entrepreneur, un vrai entrepreneur. Oui. Et c'est avec lui que j'ai appris à travailler avec les entrepreneurs, comprendre comment ils pensent. Donc, je suis une personne qui est assez
je dirais flexible, malgré ce que les gens peuvent penser. J'ai eu des stages de 5 à 10 ans des entreprises, donc j'ai pas passé ma vie à la même place. Il y a des inconvénients et des avantages. L'avantage, c'est que je donne une flexibilité, ou je me suis gagné une flexibilité. Je peux m'ajuster facilement. Je peux prendre des risques, non pas seulement financiers, mais des risques en termes de carrière, parce que j'avais une fondation que je considérais intéressante. Puis, je suis quelqu'un qui est très axé sur les résultats, et la conséquence de tout ça, c'est que je suis dur pour moi-même et dur pour les autres. Alors, ben ça, au moins, je suis cohérent. Oui, c'est pour tout le monde. Mais en fait, on pourrait dire que c'est plus parce que exigeant, vu que tu veux voir des résultats. Mais ça, c'est le type des entrepreneurs intrapreneurs. Exact. D'ailleurs, est-ce que ça se peut que en politique, justement, ça peut créer de l'impatience parce que la machine ne bouge pas aussi vite que dans le domaine privé? Tout le monde me disait la même chose, que mes amis, mes proches, quand je me suis joint à l'équipe de M. Legault, tout le monde était surpris. Pourquoi Pierre Fitzgibbon, il rend politique? C'est complètement... Ben, c'est ça, pourquoi tu avais une belle carrière, tu avais de la liberté? Mais je pense que c'est un peu aussi de redonner, parce que, bon, j'ai pas de famille, j'ai élevé des gens, mais j'ai pas de famille. Et je pense que, tu sais, à un moment donné dans la vie, j'ai eu un certain succès, c'est des choses allaient bien pour moi, puis on veut redonner. Puis là, bon, au niveau politique, bon, c'est pas ça qui m'attirait comme tel, mais M. Legault, avec qui j'ai étudié au HEC, on a gradué ensemble en 78, ça fait longtemps. Puis l'idée de la troisième voie, pas le troisième lien, la troisième voie, ça, la troisième voie, était intéressante pour moi. Puis je trouvais, bon, c'est le développement économique, je pensais que c'était temps pour avoir un changement. Donc en 2018, quand, en fait, j'ai travaillé à le présenter à beaucoup de gens ici à Montréal, de la communauté des affaires, pour que les gens puissent bien comprendre qui était M. Legault. Oui, il y a même des ministres que c'est toi qui as convaincu de... Exact, M. Dubé, pour pas le nommer. Et en fait, j'ai présenté M. Legault à plusieurs dirigeants d'entreprise pour lui montrer que cette troisième voie-là était pertinente pour le développement de l'économie du Québec, le développement du Québec en général. Au départ, tu travaillais en arrière, comme du rideau, et là, comme on dit. j'arrivais à ça. Alors, M. Legault m'a dit, viens travailler en avant. Tu fais une bonne job, là, viens en avant, ou en avant, ben, il dit, ta photo sur un poteau de téléphone, je suis pas sûr que je vais faire ça, mais finalement, dans la vie, il y a des opportunités qui arrivent, et le timing est bon, on peut dire. Alors, dans mon cas, le timing était bon. Alors, j'ai fait le saut. Je vais de le saut. 2018, puis je ne le regrette pas, j'ai passé 6 ans extraordinaires. M. Legault m'a donné le bénéfice de pouvoir œuvrer dans l'économie, l'innovation, la science, l'énergie. Alors, j'ai eu un portefeuille extraordinaire, puis c'est une position qui est enviable, parce que intellectuellement, c'est très, très stimulant. Je suis contente que tu amènes le point intellectuellement, parce que dans toutes les entrevues que je regardais, tu mentionnes ça, que ça a été, puis tu en as fait du travail intéressant intellectuellement, là, très stimulant. Tu as dit que c'est de loin ce qui avait été le plus intellectuellement stimulant. Pourquoi? On peut imaginer, mais pourquoi? Ben, l'impact de nos décisions. Tu sais, dans une entreprise, c'est ça tantôt tu as mentionné, ça peut être lent, un gouvernement, pour prendre des décisions. C'est une bonne chose. Parce que comme CEO, dirigeant d'une entreprise, tu fais une erreur, ben, tu peux la corriger rapidement, puis l'impact n'est pas si grand que ça. Ben, il peut être important, mais tu peux t'ajuster. Au gouvernement, si tu fais une erreur, une mauvaise politique, une mauvaise stratégie, mais tu n'as pas des générations. Alors, moi, je trouve que ça m'a aidé, parce que je suis une personne qui prend des décisions très rapidement. Puis là, ça m'a appris à dire, OK, il faut réfléchir un peu plus, faire plus stratégique, parce que l'impact de nos décisions, de nos politiques... J'aime cette perspective. Alors, moi, je trouve ça intéressant, parce que l'économie, le développement économique, avant de dire oui à M. Legault, en 2018, on a passé des soirées ensemble. On discutait, parce qu'il fallait s'entendre. Je dis, si tu fais d'autres choses où je suis pas à l'aise, ben j'embarquerai pas, ça va être contre mes valeurs. Non, mais les choses autres qu'économie, je vais suivre le discours du parti, c'est correct. L'économie, il faut s'entendre. On a passé beaucoup de temps ensemble, puis là, j'ai dit, ben là, on va pouvoir faire des choses. On avait des ambitions, certaines ont été réalisées, d'autres pas encore, mais ils vont l'être plus tard, je suis sûr. Alors, c'est très valorisant pour une personne de penser que tu peux avoir un impact. Un impact comme ça. Mais justement, comment on devient comme super ministre? Tu avais tellement de ministères. Premièrement, il y a des choses qui me viennent en tête, comme le niveau d'énergie que ça doit demander, de connaissances, tu as tellement de dossiers. Puis aussi, tu parles d'impact. Est-ce que tu penses d'avoir changé le paysage politique québécois, puis même la stratégie? Tu as été tellement impliqué dans des dossiers importants? La première question que tu as posée, c'est pourquoi autant de segments? Parce que beaucoup de gens ont questionné ça. Mais tu sais, tu es toujours aussi bon que le maillon fait de la chaîne qui te supporte, premièrement. Deuxièmement, quand M. Legault a décidé de briguer pour devenir premier ministre à partir de la CAQ, le développement économique était son château fort. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt que on a été élu en 2018, je me suis occupé de l'économie, c'était pas une surprise. Toute l'équipe administrative a suivi.
Oh, oui. Alors, l'équipe qui me supportait au ministère est là, je suis biaisé, est une des meilleures équipes du gouvernement. Alors, c'est pour ça que j'étais capable Tu te disais, tu te sentais, c'est ça, apte à ajouter parce que ça m'a pris quoi, 6 mois avant de comprendre comment ça marchait. Là. C'est pas facile de prendre un poste comme ça quand tu viens de l'entreprise privée. Mais rapidement, j'avais des seniors là, extraordinaires. Alors, j'étais capable rapidement de bien supporter. On avait décidé, M. Legault et moi, sur des grandes politiques. Donc, on avait déjà une idée où on s'en allait. Et après ça, ben là, j'avais l'économie, l'innovation fait partie de ça, la science, c'est important aussi, parce que la science, il faut que appliquée. Alors, ça, dans le fond, c'est tout connecté. Exact. L'énergie, c'est en 2022, deuxième élection. Je voulais faire un mandat. M. Legault a dit, ben là, faut que tu continues, t'as pas fini ce que tu as commencé, parce que durant le premier mandat, la pandémie nous a volé la moitié du mandat. OK. Là, il dit, qu'est-ce qu'il faut pour te nourrir intellectuellement? Ben là, l'énergie, ça rentrait là-dedans. Alors, c'est pas parce que j'avais un caprice ou j'avais un ego aussi grand que ça, mais c'est parce que tu pensais d'être capable de le faire. D'une part, l'énergie va être l'économie. Oui, on est d'accord. C'est évidence, sans énergie verte, on n'a pas de croissance économique, puis là, on voit ce qui se passe. Il faut ajuster le côté énergie pour permettre tous nos projets économiques de se matérialiser. Donc, tout ça était relié ensemble. Donc, oui, c'était large comme portefeuille, mais j'avais une équipe. Mais tu t'es jamais senti, c'est ça, comme dire... Non, pas du tout. Et c'est là que tout le défi intellectuel... Exact. Alors, quand t'es motivé intellectuellement, le travail, pour moi, ça n'a jamais été une tâche, là. Aller travailler, si t'es motivé, c'est même... Tu n'as pas l'impression que tu travailles. Pas du tout. C'est un des secrets. Pas du tout. Ça, tu penses comme un entrepreneur aussi de ce côté-là. Probablement. Pierre, quel parallèle ferais-tu, là? Parce que justement, dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que tu as amené des choses comme en politique de ta façon de faire. Tu n'étais pas un politicien de carrière. Donc, c'était quoi les parallèles? Puis ça a dû être un ajustement aussi quand tu arrives en politique. Je pense que l'action est large, là, mais si on parle d'entrepreneuriat, là, je vais déroger un petit peu, mais je pense qu'un des enjeux qu'on a découvert rapidement, que j'ai découvert rapidement, c'est que le Québec, on n'est pas autant entrepreneur qu'on le prétend. Une des raisons, c'est que oui. L'entrepreneurship est trop largement défini. Mais l'entrepreneurship, là, je vais parler un petit peu du côté économique, évidemment. On a depuis plusieurs années qu'on a créé des bons emplois. Puis chapeau au gouvernement de la CAQ, des emplois intéressants qui ont été créés, mais plus les emplois sont bien rémunérés, plus les jeunes se retrouvent là-dedans. La prise de risque... ils n'ont pas le goût nécessairement. On regarde aujourd'hui acheter une maison, le prix que ça coûte. Alors, tu sais, si tu as un emploi, 100 000 tu as un couple, pas encore d'enfants, chacun fait 100 000 ben c'est plus facile d'aller à la banque emprunter pour acheter une maison. Quand tu as ton emploi que quand tu pars ton emploi. Quand tu es entrepreneur, ben là, oups, c'est plus compliqué. Là, on vit une période difficile parce que c'est très dur pour les jeunes de s'acquérir des propriétés. On parle de logement. Alors, moi, je pense qu'il va falloir commencer à faire attention et de promouvoir l'entrepreneuriat. Et ça commence avec la recherche et l'innovation. Puis, je veux juste faire un commentaire. J'ai rapidement noté, quand je faisais l'analyse de l'écart de richesse avec l'Ontario, par exemple, qu'on est très fort au Québec pour la recherche fondamentale. Où on est faible, c'est comment est-ce qu'on l'applique. Ah, écoute. Et ça, là, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et je dois avouer que le travail est à moitié accompli. Je suis fier de ce que j'ai fait de ce côté-là, parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle la stratégie québécoise de la recherche, d'investissement et d'innovation. Une stratégie qui avait été faite par le gouvernement libéral avant que j'arrive en poste, mais que j'ai peaufiné, puis j'ai augmenté un peu l'étendue pour inclure le côté investissement dans la SQRI, qu'on appelle. Et ça, on a mis en place les ingrédients. J'ai nommé Luc Sirois comme chef innovateur, parce que M. Quirion, c'est scientifique en chef, il y a des fonds de recherche reconnus à l'international. On a Investissement Québec, que j'ai reformé pour prendre plus de risques, qui fait un excellent travail. Il manquait un trait d'union. Puis le trait d'union, c'est le Conseil d'innovation du Québec, et j'ai nommé Luc Sirois comme chef innovateur. Pour en fait aller chercher, justement, aller motiver, puis stimuler l'innovation, puis qu'elle passe aussi à concret. Exact. D'ailleurs, on est chanceux à Intention Inc. On a comme partenaire le Centre Dobson d'entrepreneuriat, puis on a la base entrepreneuriale des HEC, et on a la chance de rencontrer plein de jeunes entrepreneurs. Et pour les auditeurs, là, juste qu'ils ne le savent pas, eux autres identifient des bons potentiels d'innovation qui pourraient devenir des entreprises, puis la volonté de ces gens-là. Puis après ça, il y a un support pour incuber, dans le fond, ces entrepreneurs-là. Et je me permettais, là, je regarde ce qu'on a fait là, au niveau des investissements directs étrangers au Québec. On a doublé depuis quelques années. Alors, on a une bonne note de passage sur ça.
On a aussi changé la position de prise de risque d'investissement à Québec pour combler dans la carence des capitaux, dans les capitaux pour prendre des risques. On a bien fait ça. Là, il faut travailler sur comment est-ce qu'on promouvoit le reprenariat et l'entrepreneuriat. C'est deux choses complètement séparées. Oui. Oui, on va en parler de ça, reprenariat. La SQRI qu'on a mis en place, là, c'est la fondation de ça. Maintenant, il faut commencer à exécuter sur ça. Exécuter ça. Bon, là, j'ai deux questions. Ma première, la deuxième porte sur le reprenariat. Mais la première, c'est, on parle justement des jeunes pousses, d'innovation, comment on doit en faire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire plus au Québec pour justement stimuler puis soutenir nos entrepreneurs? Et il y a beaucoup de solutions qui vont passer par l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit continuer à faire? Ce que je veux dire va sembler farfelu, mais moi, j'ai passé près de 2 semaines en Israël. Bon, fait attention en Israël, évidemment, c'est ainsi, mais avant les enjeux. Oui, ils ont toute une philosophie pour l'entrepreneuriat. Le Québec est aujourd'hui ce qu'Israël était il y a 15-20 ans. Alors, j'ai étudié beaucoup le modèle israélien, Startup Nation, l'Institut de la recherche et innovation. J'ai rencontré les gens de l'époque qui étaient là. J'ai amené avec moi, non pas des clients québécois, j'ai amené des fonctionnaires. Ah oui, parce que je voulais qu'on comprenne ce qui se passe. Alors, une chose qui va paraître un peu ridicule, c'est qu'il faut promouvoir l'échec. Je l'ai dit. Parce que ça, on l'a entendu de grands entrepreneurs, puis eux, ils acceptent un taux d'échec excessivement élevé des entreprises là-bas, en se disant, ben si, ça veut dire que si on a beaucoup d'échecs, c'est qu'on en aide beaucoup, puis il y en a là-dedans qui vont réussir. Et regardons, je ne sais pas cibler, là, mais nos médias, malheureusement, souvent, se font un plaisir de parler des échecs. Alors, les gens qui sont impliqués dans ces startups-là ou sociétés, c'est dur. Tu sais, dans la famille, c'est dur. On regarde les gens, pointe du doigt. Il faut arrêter de faire ça. Les pays qui performent, la Corée, Singapour, Israël, faut permettre l'échec. Quand je vais à l'échec, évidemment, faut l'accepter, faut comprendre ce qui s'est passé. Faut pas faire les erreurs 2 fois, c'est clair. Non. Alors ça, c'est la première chose. Il faut faire attention à l'échec. Faut pas démoniser les gens qui réussissent pas. Deuxièmement, évidemment, il faut avoir du mentorat. Puis aujourd'hui, au Québec, moi, je suis sûr qu'on est privilégié parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais m'inclure là-dedans, des gens de ma génération qui ont accompli des choses, puis qui sont prêts à, moi, j'arrêtais pas de travailler, là, qui sont prêts à aider. Alors, moi, de voir des gens là, qui ont en haut de 55 ans, qui ont eu des entreprises, puis aujourd'hui, qui sont capables d'aider nos jeunes, soit les repreneurs, entrepreneurs, alors je pense qu'on doit solidifier ça, puis il y a des gens qui veulent le faire. On a au Québec des bureaux comptables, des avocats, Investissement Québec, le Fonds de solidarité, il y a un paquet de monde qui font ça. Il faut juste fédérer ça. Puis je pense que ça, c'est la deuxième source de succès. La troisième, c'est le financement. C'est sûr que dans la carence des marchés des capitaux, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé en poste, on parlait de la vallée de la mort. Oui, mais on en parle encore. Et la mort, c'est que les gens qui ont une idée, le Friends and Family qu'on appelle. Oui, du Love Money. Love Money. Oups, après ça, avant d'aller chez Investissement Québec, il y a une marche, là. Puis on a créé au gouvernement, moi j'ai encouragé, je pense, une quinzaine de fonds comme ça. Il faut continuer à faire ça. Parce qu'il faut que les gens, les entrepreneurs ont l'impression qu'ils vont être suivis autant au niveau humain qu'au niveau financier. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si on ne les suit pas comme il faut, ils arrivent dans des financements. Puis là, c'est là que ça tombe. Même quand l'idée est bonne. Là, dehors canadien, ils ne sont pas non, on n'ouvrira pas avec c'est ça, Trump qui est rentré. Mais peu importe, Trump ou les démocrates, je pense que le protectionnisme américain va faire en sorte que, il risque d'avoir des aubaines. À 1,4 le dollar canadien, il y a des gens qui ne vont pas se faire peut-être acheter ici. Alors, il faut faire attention. Comme Québécois, il faut s'assurer qu'on maintienne on veut garder nos fleurons. Alors, il faut former des jeunes à entreprendre et reprendre. Et reprendre. Ça nous amène au reprenariat. Et pour clôturer sur l'entrepreneuriat, donc, justement, je reprends un petit peu ta balle. Bon, là, tu parles. Moi, j'entends là-dedans la célébration de l'entrepreneuriat. Ce que nous, on s'est donné comme mandat ici, parce que au lieu de pointer les échecs, puis ça fait partie d'un processus d'entrepreneuriat, là, des échecs, il n'y a pas d'entrepreneurs qui vont dire qu'ils ne se sont pas, en bon québécois, cassés la gueule une fois ou deux avant, des fois, on apprend nos échecs, mais de célébrer les bons coups. Ce qu'on fait peut-être pas assez, justement, pour encourager ce processus-là, c'est difficile d'être un entrepreneur. Oui, puis je pense qu'il faut aussi, il faut accompagner les gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Ça faut pas vous commencer. Exact. Puis on a des organismes, j'en ai plusieurs en tête, je ne vais pas les nommer nécessairement, mais faut bien, à l'université, j'étais au HEC hier, je parlais de ça avec l'école de reprenariat, je parlais de l'ESG, à l'UQAM. Il faut qu'au niveau formation universitaire ou même collégiale,
les jeunes comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat, voient la, On leur voit. voient Oui. la valorisation de ça. Ils connaissent des gens, on parle de Alain Bouchard. C'est pas mieux défini. Alain Bouchard est parti avec un Perrette, puis il est rendu que la plus grosse société de dépanneurs au monde. Il va falloir que les jeunes comprennent mieux c'est quoi la valorisation de ça. Puis après ça, quand ils ont le goût d'entreprendre, On les supporte. vraiment entreprendre, on les supporte. On les Autant supporte. humain que financier. Puis est-ce que as-tu l'impression, tu me dis qu'il fallait qu'on le fasse plus. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que nous, on a aussi Esplanade Québec, là, qui est un incubateur. Nous, on est entouré d'incubateurs. On entend souvent qu'il y a quand même beaucoup d'incubation ici. C'est peut-être la phase, après ça, d'accélération, justement, qui manque, là, comme tu parlais de la vallée de la mort. Ouais, c'est peut-être à ce niveau-là. Là. Puis je pense que, tu sais, rapidement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'organismes qui existaient. Puis au début, je disais, on va tout mettre ça ensemble, faire une grosse organisme. Je dis, non, faut pas ça, parce que chacun a son... Mais il y a beaucoup, c'est compliqué au Québec. Là. Oui, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup d'accélérateurs. C'est vrai. Là, j'ai fait le Santec qu'on a bonifié, accessé, parce que j'ai copié un peu le modèle français, Station F. Là, je ne sais pas si tu es allé voir ça, mais il faut créer des hubs là, où, justement, les entrepreneurs vont se réunir, je pense, même physiquement. Là, mais ils ont besoin de ça. Là, tu te ramasses avec 3-4 dans le medtech, dans la technologie, puis tu échanges. Là, il y a un dynamisme qui se crée. Alors, moi, je pense que ça passe par l'incubation, l'accélérateur. Donc, on en a, mais il faut peut-être les cibler comme il faut. Faut les promouvoir. Puis, le côté financier, évidemment. Qui demeure important. Ça nous amène peut-être au reprenariat qui... il y a énormément d'entreprises avec les baby boomers qui, finalement, sont rendus prêts ou vont devoir considérer vendre leur entreprise. Énormément d'entreprises qui sont à reprendre au Québec. Mais est-ce que la relève est au rendez-vous? Bon, ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, d'ailleurs, dans ma nouvelle carrière, ma nouvelle carrière, là, qu'on définira un peu plus tard, pas ici, mais ah oui? prochain mois. On est prêt, on peut en parler. Je veux travailler là-dedans parce que je trouve que c'est un élément tellement important. Puis moi, je suis inquiet un petit peu du dollar canadien. Je suis inquiet de voir les étrangers regarder le Québec dire, oups, si on peut acheter des entreprises pas chères, 1,4, c'est une aubaine d'acheter ici. Alors, bon, il y a plusieurs phénomènes. Il y a deux phénomènes importants. Le premier, au niveau des cédants. Je pense qu'il faut faire un meilleur travail. Puis quand je regarde les sociétés qui ont entre 20 millions de chiffre d'affaires puis 100 millions de chiffre d'affaires, il y en a probablement 4-5 000 qui vont changer de main, de propriétaire, d'ici probablement 5 ans. Puis ça, comme ministre, j'ai fait faire l'analyse par un consultant, donc j'ai les données. Je ne sais pas avec moi ici, là, mais c'est un chiffre important. Oui. Et ça... Malheureusement, souvent, les cédants, pour des raisons de confidentialité, des raisons de confort, s'ouvrent pas tellement. Certains cédants ne le réalisent pas avant qu'ils soient malades ou qu'ils sont trop vieux. Puis là, ça se fait en précipité, puis là, c'est là que c'est des ventes de feu. Pancarte, la page, on vend l'entreprise, il est trop tard. Alors, il faut faire un meilleur travail, on le fait déjà, là, mais un meilleur travail, on, là, collectivement, il faut faire un meilleur travail pour aider les cédants à s'organiser et à comprendre, pas comprendre, mais à aussi... avoir l'avantage de le faire à l'avance puis valoriser aussi la préparation, travailler avec soit la progéniture, soit la famille, soit, parce que souvent c'est le transfert intergénérationnel, soit au management existant, qui est très important, très, très valorisant. Identifier c'est qui est là pour reprendre. Puis de valoriser un reprenariat québécois, tout en permettant à ce que la valorisation soit adéquate. Parce qu'on ne dirait pas, on va vendre aux Québécois la moitié moins cher que je veux avoir ce que ça vaut, mais c'est comme dans n'importe quoi. Puis quand c'est préparé, tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir ce que tu veux, que ça se passe bien. Alors, il faut faire un meilleur travail avec les cédants. Parce qu'on regarde au Québec, que ce soit la Banque nationale, Desjardins, que ce soit les fonds de solidarité, les bureaux de comptables, les bureaux d'avocats, tout le monde est mis là-dedans, mais là, il faut juste mieux structurer ça. Tout le monde est d'accord. Alors, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les repreneurs. Ce n'est pas tout le monde de la rue en ligne. C'est des jeunes, souvent, qu'il faut former en entrepreneuriat. Il faut les intéresser. On regarde l'école de la Beauce. C'est phénoménal, cette école-là. Il en faut plus. Puis, à l'intérieur de l'entrepreneuriat, il faut former les repreneurs. Parce qu'un repreneur, c'est un entrepreneur, évidemment, mais c'est plus large que ça. Moi, dans mon ancienne vie, je travaillais pour un fonds un family office, une famille en affaires. Puis, j'ai fait 2 transactions, dont une, ça m'a pris 1 an. 1 an, pourquoi? Parce que le propriétaire, le vendeur, une journée, il était vendeur, le lendemain, il était acheteur. L'entreprise, c'est comme un bébé, hein? C'est un attachement. Question psychologique. Là, je vais faire quoi, là, si je ne travaille plus? Où je mets mon argent? Alors, c'est complexe. Oui, il y a beaucoup de psychologie. Alors, moi, je pense qu'il faut former des entrepreneurs à reprendre, que les gens soient soucieux et connaissants du côté humain de tout ça. Il faut aider les cédants à avoir confiance. Dans mon cas, là, ça m'a pris 1 an.
Oui. C'est pas petit. Alors, non, puis j'ai pas malheureusement... on l'entend ici au micro, tu sais, c'est compliqué. Quand tu travailles pour une firme, pour une banque, tu sais, je vais prendre 1 an pour faire une transaction, on va pas passer à d'autre chose. C'est pas tout le monde qui peut prendre 1 an. C'est vrai. Alors, il faut falloir organiser ça. Mais moi, je pense que c'est tellement important. Puis, si on veut que nos jeunes veuillent entreprendre, ben, 2 choses. On prend de l'innovation de nouvelles technologies des startups ou on reprend les entreprises. Oui, mais c'est parce que tu voudrais pas qu'une entreprise ait à fermer, mettre les clés dans la porte parce qu'elle n'a pas de relève. Puis, je sais, nous, on avait reçu ici au micro Pierre Graff, qui est le directeur du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et il parle beaucoup de reprenariat pour, je pense, intéresser les jeunes au reprenariat. Mais sinon, as-tu l'impression qu'on entend assez parler? Parce que moi, c'est ça, j'ai pas l'impression qu'on en parle assez de cette réalité-là. On en parle. On soulève le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer de main. Mais il n'y a pas d'action concrète. Exact. Alors moi, je pense qu'il faut partir avec l'institution du savoir. Il faut commencer avec les universités et les collèges. Il faut avoir les entrepreneurs qui ont vendu le mentorat. On regarde les fameux family office, il y en a à faire. À l'extérieur du Québec, il y a des générations 5, 6, 7, 8. Là, je parle d'un autre enjeu, là, c'est l'intergénérationnel. C'est nouveau au Québec, là. Oui, c'est vrai. On a la famille Pelado, on a la famille Desmarais. Il n'y en a pas tant que ça. Là, il y en a plusieurs qui commencent parce que la génération des entrepreneurs québécois, on est rendu à G2 ou G3. Alors, toute une sophistication de comment on fait ces transferts-là, qui s'applique aussi au reprenariat. Parce que c'est pas juste la famille qui peut dépendre. Alors moi, je pense que, mais ça, tout le monde en est conscient. Là, c'est juste de mettre les... Puis il faut pas créer une nouvelle patente. On a assez de patentes au Québec. C'est juste avoir... Prendre ce qu'on a, puis comme tu dis, le fédérer. Exact. Fédérer, c'est le bon mot. Je reprends ton mot. C'est toi qui me l'as donné. Là, on approche de notre moment de pause, mais tu nous as donné comme peut-être qu'un aperçu te dit que ton après... Parce que là, je suis sûre qu'on n'aura pas assez de temps pour tout de suite parler de tout ton après, mais c'est quelque chose que toi, tu aimerais faire. Absolument. Parce que je regarde honnêtement mon passage au gouvernement pendant 6 ans, on ne va pas avoir une note parfaite. Est-ce qu'on en donne des notes parfaites? Non, c'est correct, c'est logique. Alors, il y a des choses que je suis très fier, d'autres choses, je dis, on n'a pas allé assez loin, mais il y a des choses que c'est dur à faire pour le gouvernement. Alors, si je peux modestement contribuer au côté reprenariat. Puis j'en parle beaucoup avec des avocats, des comptables, avec des institutions HEC. Alors, tu serais la parfaite personne pour avoir la nouvelle fédération que tu disais fédérer, quelque chose avec... oui, c'est ça, regrouper les bons acteurs pour être sûr qu'on a une formule gagnante pour le reprenariat puis que ça devienne intéressant pour les cédants et les repreneurs. Parce qu'en bout de piste, là, on va tous gagner. Un des enjeux, c'est comme j'ai dit, je pense que notre gouvernement a fait un excellent travail un peu self-serving, de donner des entreprises étrangères, puis de créer de la richesse avec des nouveaux emplois. Là, on ne fait pas l'atelier à batterie, là, il y a peut-être des vents de face, mais ça va marcher. Il faut par contre avoir d'autres couches tard. Il faut par contre avoir d'autres entreprises de souche québécoise qui vont avoir une envergure. Et ça, il faut que tu commences à la base. Si tu commences à la base, c'est plus tu vas avoir d'entrepreneurs, plus tu vas permettre d'avoir d'autres Alain Bouchard. Puis occupons-nous de ceux qui sont les entrepreneurs déjà, les entreprises qui sont là, puis assurons-nous qu'on puisse les amener à l'autre étape. Exact. On s'arrête là-dessus. Il y a tellement d'autres sujets, mais on revient tout de suite. C'est beau. Merci, Pierre. Merci, félicitations. Merci, Pierre. Puis à la suite, oui, exactement. on va être content de te suivre. Là, on aura peut-être l'occasion. À la suite. Oui. Puis au reprenariat. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101.5 FM. Ici Sophia Zito et je suis en compagnie de notre invité Pierre Fitzgibbon. Pierre, on s'est laissé, on parlait de reprenariat. Puis là, on a parlé aussi d'énergie, d'innovation. Ça, c'est une question que tu t'es fait poser souvent. Notre énergie est quand même limitée. On sait qu'il y a même des entrepreneurs qui choisissent le Québec à cause qu'on a notre capacité à produire de l'énergie propre. Mais à qui on décide qu'on donne notre énergie au niveau entrepreneur? C'est un gros enjeu. D'ailleurs, c'est pas étranger au fait que j'ai demandé à M. Legault de me donner le portefeuille énergétique en 2022, après l'élection de l'automne 2022, parce que, je donne un peu de contexte. Au Québec, quand on recule de 2000 à 2020, pendant 20 ans, il y a eu une demande industrielle de projet en haut de 50 mégawatts. Un projet, c'était la mine Canadian Malartic en Abitibi. Sur mon bureau, avant l'élection 2022, j'en avais 50.
Alors, pourquoi ça a changé comme ça? Parce que, c'est ça, j'aimerais dire que c'est à cause de moi, là, mais malheureusement, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est parce que la décarbonation prend tout son sens. Ah, ouais. Et les entreprises québécoises et autres veulent, celles qui sont avant-gardistes, veulent avoir des produits verts, conséquemment, doivent avoir de l'énergie verte. Alors, quand on regarde dans le monde, la situation énergétique, il n'y a pas grand place dans le monde. Il y a l'énergie disponible qui est verte. On sait qu'au Québec, merci à nos bâtisseurs des années 50-60, c'est le cas. Nos bassins hydrauliques de la baie James, de Churchill, on est sous-investi en éolien, qui est une opportunité. Énormément de potentiel au Québec. Donc, conséquemment, et le Québec, c'est une place intéressante aussi au niveau du dynamisme. Tantôt, on a parlé peut-être enjeu entrepreneurial, mais le Québec a des universités, des ressources naturelles, donc on est très attirant pour les étrangers. Moi, comme ministre de l'Économie, j'ai passé beaucoup de temps à développer le Québec à l'international. Donc, évidemment, je vendais nos universités, je vendais nos ressources naturelles, je vendais l'énergie renouvelable, l'énergie verte à des coûts raisonnables. Donc, quand l'énergie, j'ai pris le portefeuille, la première chose qu'on a réalisé, c'est que nous n'avons pas l'énergie renouvelable, l'énergie verte pour tous les projets. Ça, c'est une première. On a toujours pensé, comme Québécois, qu'on en avait à l'infini. Donc, à l'époque, la présidente de l'époque, Mme Brochu, m'a dit, Pierre, il y a tellement de projets, il va falloir qu'il y ait un processus décisionnel pour allouer l'énergie. Alors, c'est pas à Hydro-Québec de faire ça. Hydro-Québec, sa responsabilité n'est pas de choisir des projets. C'est de la fabriquer l'énergie. De donner l'énergie. Donc, Mme Brochu a dit, mais Pierre, elle a dit, M. Fitzgibbon, le gouvernement va décider quels projets à haut de 5 MW vont être alloués. Alors, on a pris la responsabilité au ministère, au gouvernement, d'allouer l'énergie. Donc, il fallait faire attention parce que ça ne devient pas une question politique, ça devient une question aussi administrative, une question logique. Donc, on a établi des critères. Les critères, évidemment, il y avait le premier, c'était la décarbonation. Parce qu'évidemment, il faut décarboner le Québec. Au Québec, on est chanceux, on produit pratiquement 100% d'énergie verte renouvelable, mais on consomme quand même 50% seulement de ce qu'on produit. Le reste, c'est l'énergie fossile. Donc, il fallait s'approprier de l'énergie pour décarboner le Québec. Il fallait créer de la richesse, parce que le développement économique passe par des projets. Ils ne sont pas tous égaux, c'est ça, ils ne vont pas tous donner les mêmes résultats. Et il y a aussi le développement régional. Donc, il y avait trois choses. Il y avait la décarbonation, les filières stratégiques pour créer une pérennité de développement économique et s'occuper de nos régions qui ont besoin d'énergie, des projets locaux. Alors, on établit, moi et le sous-ministre de l'époque, M. Bahan, qui est maintenant chez Investissement Québec, on a établi une critère avec toute l'équipe du gouvernement, critères très, très complexes d'allocation, de pointage. Et les projets, on avait en haut, là, mémoire, 500 projets, bien, on avait cette évaluation-là, puis on donnait une pondération, puis on choisissait les projets qui étaient bien pondérés. Une liste qui est toujours dynamique, puis avec Hydro-Québec, on disait, voici, on a aujourd'hui, parce que l'énergie, c'est pas juste, c'est pas blanc et noir, là. Il y a la question de la production énergétique, la gestion de la pointe. Oui. Parce que les gens qui veulent s'effacer durant la pointe ont plus de pondération que ceux qui veulent avoir. Logique. Vous comprenez pourquoi? Alors, la région, là, il y avait tout un critère. Alors, avec l'Hydro-Québec, on travaillait conjointement avec eux autres, disant, voici ma liste, on donne ces projets-là, les prochains s'en viennent là. L'Hydro-Québec disait, oui, mais là, ils n'iront pas. C'est ça, c'est un exercice, écoute. Alors, je pense que l'exercice a été bien fait. D'ailleurs, on va voir probablement bientôt beaucoup de monde qui demande qu'on divulgue les critères. Il faut faire attention. Puis quand ça va être divulgué, où les gens vont faire la vérification, les gens vont être confortables, des bonnes décisions ont été prises. Mais il y en a demain pour moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets intéressants et pour la décarbonation et pour l'économie du Québec qui ne sont pas encore alloués parce qu'on n'a pas l'énergie. C'est là qu'il va falloir se tourner, c'est là que l'innovation aussi peut devenir. Puis tu as mentionné l'éolien qui était sous-utilisé. Mais tu as raison, parce que si on regarde le plan de Hydro-Québec 2035, qui a été déposé à l'automne 2023, 2024, je m'excuse, et là, M. Sebia, qui était le porte-parole d'Hydro-Québec à ce moment-là, encore aujourd'hui, il y a le tiers, pratiquement, de ce qu'on va produire de plus, qui est l'énergie que nous ne consommerons pas.
à savoir qu'on consomme trop. Donc, consommer trop, j'ai fait des farces quand je disais que de la vaisselle, il fallait qu'il parte à 2 heures du matin. J'avais raison en partie, mais il n'y a pas juste ça. Oui. Il va falloir avoir des technologies qui vont permettre, par exemple, les voitures électriques, j'en vois pas ici. Les voitures électriques, là, on les charge la nuit alors qu'on n'a pas une demande forte en puissance. Mais le matin, quand on se lève, tes enfants, là, toi, si tu t'en vas travailler, tu as 20 km de voiture, ta batterie, il y en a 400, on va en prendre 200, puis on va nourrir tes enfants, on va partir le toaster, puis on va partir le... C'est drôle que tu mentionnes, parce que nous, on a eu ici au micro Cap Solaire, c'est une jeune pousse que tu connais bien, avec Samy Bernanza, justement. C'est ce genre d'innovation-là, les panneaux solaires qui sont sur les voitures pour augmenter, dans le fond, l'efficacité de la batterie. C'est des genres d'innovations comme ça qu'il va falloir on pense pour qu'on utilise moins de... Et je pense qu'Hydro-Québec considérera maintenant qu'ils sont très focalisés sur la production additionnelle d'énergie, vont être aussi focalisés sur comment on change les comportements des consommateurs. Puis les consommateurs, c'est pas juste toi et moi, là. C'est les industries, le commerce. Oui, parce que c'est les gros consommateurs. Parce que c'est le gros débat au Québec présentement, qui va payer pour ça? Parce que l'énergie va coûter plus cher qu'elle coûte aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a énormément à faire. Il y a beaucoup... je regarde l'IREC, il y a beaucoup au niveau universitaire de recherche qui existent. Et là, je pense que ça va prendre tout son sens. Et peut-être 4, 5, 6 ans, on était en surplus énergétique. On était moins motivés. Les piscines étaient pleines, ça coûtait pas cher. On en consommait. Là, le monde se font dire on en consomme trop. Oui. Alors, quand un politicien dit ça, les gens n'aiment pas ça. Quand ça commence à tout le monde qui le dit. Alors, je pense qu'on va avoir un changement important. Et pour ça, tu as absolument raison, l'innovation doit être au rendez-vous. Ça vient tout faire le lien avec ce qu'on disait auparavant. Tu as ouvert un petit peu la porte. Tu disais que tu étais beaucoup à l'international. Comment, on a l'air de quoi, nous, on est vu comment le Québec Inc. à l'international? Bien, je pense que, mais premièrement, quand on parle de l'Europe, moi, j'ai beaucoup vendu l'Europe comme étant, le Québec est une plateforme que vous devriez utiliser pour faire affaire avec l'ALENA. L'entente, ça passe par le Québec. Oui, puis eux autres, selon les pays francophiles, c'est plus facile, évidemment. Mais le Québec, on est petit, on est flexible. Comme j'ai dit tantôt, quand je me promenais dans le monde, je vendais notre énergie propre à des prix raisonnables. Tu avais une seule à 5 sous kilowattheure, c'est très, très raisonnable. Deuxièmement, l'université, on a 18 universités. C'est 19 bientôt. Nos ressources naturelles. Je pense que notre gouvernement a établi un environnement d'affaires qui était propice à l'investissement. Oui. Il y a des enjeux au niveau de la langue. C'est pas facile, c'est pas simple quand on arrive au Québec, mais tu sais, souvent de l'extérieur, ça semble un enjeu, souvent des fois insurmontable. Quand les gens arrivent ici, allez, c'est pas si pire que ça. Non, mais c'est ça, puis on en a eu au micro. Ben oui, exact. À cause de tout le reste, ils trouvent que ça vaut la peine d'apprendre le français. Puis le Québec, on n'en parle pas assez de ça, mais on a quand même plus de 33 délégations du Québec à l'international, dont 11 aux États-Unis, important dans les prochaines années. Donc, on a des représentants du Québec qui sont à l'international. Puis ça, on sous-évalue souvent l'impact de tout ça. Parce que ça aide les entreprises québécoises à l'international et inversement, les sociétés étrangères, c'est quoi le Québec, là? Ils parlent deux langues. Mais ça donne une vitrine, oui, c'est ça. Alors moi, je pense qu'on a un avantage comparatif incroyable, puis je pense qu'on a eu notre bonne part de ces investissements-là. Il faut travailler sur les exportations. Il faut s'assurer que nos compagnies québécoises puissent mieux exporter, parce qu'on a encore un déficit commercial. Hein? Quand on regarde ce qu'on importe, ce qu'on exporte, il y a un déficit de près de 20 milliards. Notre PIB est à 450 milliards. Donc, il faut corriger ça. Donc, je pense que, on revient au point de tantôt, plus on va promouvoir l'innovation, plus nos entreprises vont pouvoir être plus productives, donc pouvoir mieux exporter. Exporter, puis moins dépendre. Puis le jour où on aura un équilibre, ça sera... on va revenir pour en parler. Exact. On va en parler. Je t'amène un peu ailleurs, Pierre. Sur ta page LinkedIn, c'est marqué, tu t'identifies comme citoyen maintenant. J'ai trouvé ça sympathique. Comment on passe de super ministre à citoyen? Là, je te fais un degré, on passe de l'innovation. Mais... Effectivement, c'est une bonne question. C'est sûr que, en fait, il faudrait que je dise que je n'étais plus ministre. Là. Je suis quoi? Je suis consultant, non. Tout le monde est consultant. Alors, j'ai mis citoyen, évidemment, c'est un peu une petite farce. Mais en fait, ça n'était pas en même temps, parce que ce 6 ans-là, c'était l'adrénaline, c'était le tapis roulant à 15 km de marche rapide. Vous venez, paf, tapis roulant arrête. Bon, c'était planifié, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Quand même, une fois qu'on est dedans. Exact. Alors, c'est un ajustement qui est très important. Bon, à l'âge que j'ai, évidemment, je cherche pas un emploi, mais tu ne veux pas
Arrêté complètement. Je joue mieux au Sans qu'il te golf. profite. Je veux pas mieux jouer au golf. Mon handicap de golf, je le trouve Avis à parfait. ses partenaires de Puis- golf. puis je veux pas le baisser. Je m'entraîne plus, je m'occupe de moi un peu plus, là, mais parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais je veux continuer à œuvrer dans l'environnement. Je veux continuer à redonner. Tantôt, on parlait de reprenariat. Oui, ça prend un Dans ma tête, je veux projet. je veux des projets spécifiques dans lesquels je vais pouvoir peut-être probablement investir. J'aimerais beaucoup, beaucoup aider des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'il y a des situations où je peux aider. Puis en vieillissant, on a l'avantage d'être capable de bien juger de ce qu'on peut faire. Alors, je pense que je suis un bon juge de moi-même. Puis en même temps, m'occuper aussi comme je dis, de entrepreneuriat, des causes Tu es déjà en sociales. train de penser à tes projets. Là. Ah ouais, C'est déjà... je suis pas mal proche de parler de différentes choses. Je le fais pas aujourd'hui, malheureusement. OK, on n'aura pas de scoop aujourd'hui. Mais c'est important, parce qu'à un moment donné, il faut pas arrêter. Je pense que le cerveau, c'est un muscle. Pourquoi le muscle arrête? Je pense que j'ai beaucoup à donner, puis en même temps, je vais ralentir un petit peu. Je vais m'occuper de moi, mais bon, en cas de faire ça en même temps. Mais là, c'est que tu changes d'arène. Tu étais dans l'arène politique. Exact. Puis justement, dans l'arène politique, là, qu'est-ce que tu as... Je pense que tu l'as déjà mentionné, qu'il y a des choses que tu n'aimais pas. Justement. Puis toi, on peut dire, j'ai même vu que tu te qualifiais toi-même comme une bibite à part. Tu es arrivé, tu as un franc-parler. Ouais. Il y avait une transparence qu'on n'était pas peut-être habitué à avoir en politique. Mais c'était rafraîchissant de ce côté-là. Si, je comportementalise le travail politique que j'ai eu comme ministre. Il y a trois modules, il y a trois segments. À la base, on représente les électeurs qui nous ont élus. Ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que je n'ai pas été élu ministre. J'ai été élu député, j'ai été nommé ministre. Oui. Alors moi, à Terrebonne, malgré le fait que je voyageais beaucoup, j'ai fait du mieux que je pouvais pour être présent. J'avais un bureau de comté qui était assez bien... parce que les quand les ministres n'étaient pas souvent là. Alors, moi, j'allais au bureau de comté le plus souvent possible. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est valorisant aussi, parce que même si les citoyens viennent te voir et ils parlent de le problème avec Hydro-Québec, pour eux, c'est aussi important que moi, le problème énergétique. Oui. Alors, de sentir qu'on peut aider, en guillemets, là, je donne mais c'est parce exemple. que là, tu es connecté avec les personnes. Mais il faut rester connecté, parce qu'en politique, c'est trop facile dans ton discours. Oui. Alors, ce bout-là, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que ça te connecte avec les gens, puis les gens l'apprécient. Hein. J'allais les fins de semaine dans des affaires... T'as pas des histoires... C'est ça, plus souvent qu'autrement, les gens étaient gentils. T'as pas des histoires d'horreur que tu t'es fait lancer des tomates. Non, parce qu'en fait, en politique, les gens qui sont contre toi, qui disent des obscénités, le font à l'arrière d'un écran. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus. En arrière de Twitter, en arrière de il y a beaucoup de choses qui se passent là. Dans la vie, quand tu vois du monde, tu sais, des fois, les gens ne t'aiment pas. Mais ils ne diront pas, ils vont te changer le bord de rue. Mais les gens, fondamentalement, respectent les politiciens. Respectent que tu t'es impliqué en politique. Peu importe le parti politique que tu représentes. Alors ça, ce bout-là, je l'ai aimé. Le côté parlementaire, qui est très important par ailleurs, m'intéressait un peu moins. Parce que, un, c'est pas mon domaine d'expertise. Deuxièmement, c'est très partisan. Quand on a la période de questions... Oui. C'est beaucoup de lançage de boîtes. Les médias facilitent ça ou encouragent ça. Ce bout-là, je le détestais. Par contre, les lois qu'on promouvoit, les lois qu'on veut faire passer, les discussions comme ça dans c'était important. Parce que je le faisais bien. L'étude de crédit. Alors moi, j'ai toujours dit, période de questions, là, j'aurais aimé ça de ne pas y aller. Oui, c'est ça, c'est la partie que... Par contre, moi, j'aurais à faire 1 heure de mon temps chaque semaine devant l'opposition pour parler de sujets précis dans l'économie. Alors, l'étude de crédit, là, c'est très technique. On se présente, moi j'ai eu des heures d'études de crédit où on présente nos budgets, puis on a des questions, des commissions parlementaires. Mais là, t'es en terrain convenu, parce que c'est tous tes chiffres. Là. D'une part. D'autre part, la reddition de compte est importante. Oui. Parce que quand on dit j'ai des médias, j'avais des difficultés ou la partisanerie, comme ministre, surtout les ministères que j'avais, la reddition de compte est essentielle. Il faut expliquer à la population pourquoi on fait des choses. Alors ça, c'était plus compliqué, le côté parlementaire, mais le côté du ministère, quand j'allais m'asseoir dans mon fauteuil de ministre, ça, c'était excessivement stimulant. Alors, mais ça, c'est pas de la politique, c'est de la gestion. C'est la gestion. Alors, je me considère que j'ai été le gestionnaire un peu de l'économie, de l'innovation, de la science et de l'énergie. Dans le fond, tout le côté gestion, tu l'aimais, mais le côté politique... Exact. Mais en même temps, il faut faire attention aussi, parce que là je rentre dans une canne de verre, parce que on veut pas que le politique soit trop près de la gestion. Hein, parce qu'on dit, puis j'ai toujours dit, moi j'étais à l'édition financière, je n'aimerais pas, et je couvrais le gouvernement. Puis je revenais au bureau, puis je me disais, mon Dieu, on est chanceux. Les fonctionnaires sont compétents, sont permanents, c'est avec eux qu'on fait affaire. Puis les ministres, ils suivent un après l'autre. Là, quand j'étais ministre, j'ai pensé un peu différemment. Je suis plus souvent un administrateur de l'économie qu'un politique de l'économie.
Mais en même temps, c'est correct parce Fallait que... que tu portes les deux chapeaux. Les gens, ouais, mais les gens, les premiers ministres me connaissaient, puis dans la mesure où j'avais quand même un contrepoids. Oui. Parce que quand j'ai décidé de faire des choses que je trouvais intéressantes pour le Québec, ben, j'avais un conseil des ministres, conseil du Trésor, M. Girard aux finances, j'avais des gens qui me challengeaient, puis c'était correct. Là, fait que non, c'était des... Ben, tu parles, c'est ça, tu as des gens qui te challengeaient. J'ai l'impression, moi, je regardais beaucoup d'entrevues que tu as faites avant ta venue ici pour préparer. J'ai l'impression que tu es resté toujours Pierre Fitzgibbon. Des fois, on a l'impression que des politiciens, ils endossent un personnage de politicien pour que ça passe mieux, ou etc. Mais toi, j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'était ça, puis... Ben alors que je suis arrivé aussi, je pense que je regarde aujourd'hui, puis je pense qu'il faut encourager les jeunes. S'il y avait juste des Pierre Fitzgibbon dans la politique, ça ne marchera pas. Ça prend un équilibre. Un équilibre de plein de sortes de gens. Alors moi, je regarde des jeunes aujourd'hui. Si tu arrives à 40 ans puis tu veux faire une carrière en politique, ben faut que tu t'ajustes, faut que tu puisses fonctionner dans ces eaux tumultueuses-là. Quand tu arrives en fin de carrière comme moi, ben, je dis à M. Legault, non, moi, on s'en va là, on s'ajuste en temps. Alors moi j'étais pas trop sensible à ça parce qu'il n'y avait pas de carrière après politique comme telle. Je n'étais pas préoccupé de la perception des gens. J'étais préoccupé par les résultats, par contre. Dans la mesure où les choses qu'on avait établies, M. Legault et moi, sur l'économie, étaient encore valables. Puis déjà, on a changé d'idée une couple de fois, par contre. Là, je dirais pareil. C'est correct. C'est qui ne change pas d'idée dans des Non, c'est ça. Puis on avait fait des erreurs, de certaines orientations qui ne s'avéraient pas valables. Mais alors, moi, je disais non, je fonce parce que c'est la bonne chose. Mais en même temps, j'avais Mme Lebel au Trésor, M. Girard aux Finances, qui me surveillaient, en guillemets, puis c'est correct. Oui. Mais non, c'est une équipe. T'es là pour... C'est pas une dictature non plus que j'avais. Mais là, tu dis, justement, pour les gens qui nous écoutent comme au niveau politique, tu as des entrepreneurs, ça prend pas tout des Pierre Fitzgibbon, mais en même temps, c'est le fun d'avoir des entrepreneurs aussi qui se lancent en politique. Ça amène un autre point de vue que quelqu'un qui est, exemple, qu'on appelle un politicien de carrière. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à faire le saut? Parce que d'un autre côté, tu entends tout le côté ingrat de la politique. Mais je pense que, je vais me répéter, là, mais la valorisation intellectuelle de ce métier-là... Le challenge aussi. Challenge, t'es assis au haut de la montagne, tu prépares des politiques industrielles, tu sais, la filière batterie, je parle de celle-là, finalement, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, la filière énergétique, tu as accès à des ressources, tu as accès à des données, fait que tu peux focaliser, influencer les budgets du gouvernement, où on va mettre ça, c'est incroyable. Alors, moi, je dis, il faut redonner dans la société. Hein. Oui. Les gens redonnent de différentes façons. Tu sais, j'ai fait plusieurs fondations, puis je vais continuer à le faire. Mais à un moment donné, la politique, c'est un peu de redonner. Oui, puis le prix à payer, oui, les médias. Mais tu sais, les médias, il faut faire attention parce que... Parle-nous des médias, là, justement. Là, toi, comment ta relation avec les médias? Ben, premièrement, j'ai un énorme respect pour les médias. J'étais un grand consommateur de médias. Avant la politique, j'étais très sélectif et je suis redevenu sélectif. Bon, c'est correct. Oui, il y a tous les goûts. Mais moi, la relation des journalistes, là, contrairement à ce que l'on peut penser, j'ai jamais refusé une entrevue. Parce que... Et on en est la preuve ici aussi. Mais parce que c'est important, parce que la réédition de comptes est importante. J'avais quand même une responsabilité importante au gouvernement. On avait été élus comme gouvernement. Alors, tu sais, que les gens veuillent comprendre ce qui s'en va. Tu n'avais pas peur que ça brasse, là, la cage. Pas en tout. Puis j'ai jamais même filtré... Les journalistes, c'est ce que les politiciens, hein, des bons et des moins bons. Oui. Puis moi, j'avais mon bulletin. Souvent, nous, on avait le bulletin dans les journaux. On évaluait les ministres. Moi, j'avais mon bulletin. Mais j'ai jamais filtré. Quand un journaliste me téléphonait, peu importe de quel média, même si j'avais moins de respect, je disais oui l'entrevue, puis je disais ce que je pensais. Après ça, ben... Tu t'es pas défilé, puis ça t'avait été apprécié, non. ça? Puis je pense que les gens l'appréciaient, parce que même les journalistes qui même probablement pas non plus, respectaient le fait que j'étais capable de dire ce que je pensais. Puis à un bout de piste, la population est pas dupe. Hein? Les Québécois sont pas dupes. Là. On lit les journaux, on écoute des choses. Les gens donnent leur opinion. J'ai reproché à plusieurs journalistes que je considérais militants de tordre les faits un peu, mais ça, bon, c'est ma perspective. Eux vont dire la même chose. Alors, c'est correct, c'est de bonne guerre. Puis à bout de piste, quand on regarde je pense pas que les médias ont autant d'influence sur la population qu'on pense. Quand on vote, là, on arrive dans l'urne, oui, bien, on l'a vu. On l'a vu avec l'élection. Oui, c'est ça. C'est un très bon point. Alors, à un moment donné, les médias vont dire ce qu'ils veulent. Oui, là. tout à fait. Ou les modes de la politique vont déblatérer sur le fait que c'est un mauvais gouvernement. Le monde va voter. Bon, c'est quoi les choix qu'on a, puis c'est qui qu'on a fait. Fait que je pense que les médias ont été bonnes néanmoins. J'ai été critique
Mais j'accepte la critique aussi. Mais parce ça se passe, tu sais, c'est ça. Comme des fois, tu te le fais dire avant, justement, on en parlait avant de rentrer en ongle. Tu as des journalistes reconnus qu'on peut nommer qui disent là, je vais brasser sur tel point, mais c'est de bonne guerre parce qu'eux font leur métier. Toi, tu fais le tien quand tu es là. Puis... Et moi, j'ai toujours dit, dans la mesure où les faits sont présentés et que le journaliste, le chroniqueur, donne son opinion sur les faits qui ont été présentés, même s'ils ne sont pas les mêmes que mon opinion, moi, j'ai zéro problème avec ça. Ce que je ne tolère pas, c'est quand on tord l'information, on ne divulgue pas toute l'information. Puis ça, c'est comme les politiciens. Les journalistes et les politiciens, on est tous pareils. Il y en a des bons, des moins bons. Pas de bons, moins bons en termes d'évaluation de leurs compétences, mais... De la façon, peut-être, que l'information... Exact. Alors, moi, je pense que je suis très à l'aise avec le milieu des médias, puis je vais le demeurer. Va demeurer. Puis c'est au grand plaisir. On est content de pouvoir t'avoir avec nous aujourd'hui. De quoi es-tu le plus fier, Pierre, dans tes 6 dernières années? Puis même, je te dirais, si tu peux aller plus large, si tu veux. Moi, je suis fier d'avoir été un bon collaborateur avec l'équipe que M. Legault a formée. Je pense que quand je retourne en 2018, c'est sûr que ça va être un peu biaisé, non, mais on a une équipe extraordinaire. M. Legault a réussi à bâtir une équipe extraordinaire. Je fais partie de cette équipe-là. Des gens que j'aime, que j'ai aimés, que j'aime encore. J'ai travaillé avec eux autres. Je suis fier parce que j'ai complémenté plusieurs ministres. J'ai développé avec eux une relation très, très solide. Puis j'étais conseiller. Alors moi je me suis bien intégré à ce groupe-là. Puis j'ai eu du fun. J'ai été valorisé. Là, on va dire, pourquoi t'es parti? Parce qu'à un moment donné, dans la vie, il faut... T'as vu, je ne t'ai pas demandé encore. J'ai parlé, je regardais Mme Plante, Valérie Plante, Bévica, la même chose. À un moment donné, tu sens que tu n'as plus cette énergie-là, parce que dans ces travaux-là, dans ce métier-là, si tu n'as pas de l'énergie là, à 150 %, ben, tu performes moins. Alors, je réalisais, oups, je suis rendu au bout, pas fatigué, là, j'ai beaucoup d'énergie encore, je vais le mettre ailleurs. Mais tu n'es pas quelqu'un qui va accepter de le donner à 80 %. C'est ça. Puis là, je voyais, oups, c'était plus compliqué un petit peu, là, j'ai fait 6 ans, puis c'est une farce, là, mais je suis le 2e ministre de l'Économie qui a été le plus longtemps en poste. Le premier... C'était qui? Que tu connais pas. En tout cas, peut-être tu connais, là. Je suis bonne dans les trivia. Non. M. Beaulieu. Non, qui était nommé ministre en 1944. OK, non. Et qui est resté 16 ans. 16 ans? Comme ministre de l'Économie. Mais là, on parle d'une époque... C'était peut-être pas les mêmes défis qu'aujourd'hui. Une époque lointaine, oui. la grande noirceur du Québec. Mais depuis le Québec contemporain, c'est celui qui a été le plus longtemps en poste. Et ça... Ça en dit beaucoup? C'est bon et pas bon. Parce que? C'est bon parce que je connaissais pas mal la patente. Oui, il y a une continuité. J'étais capable de réagir rapidement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à un moment donné, ça peut peut-être des nouvelles idées. Là. Puis ma remplaçante, Christine, que j'adore, a fait un travail extraordinaire en immigration. Mais moi, je suis content de la voir prendre ça, parce qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas faites à mon goût qu'elle va pouvoir faire. Puis d'autres choses, ben, c'est normal. Alors, moi, je pense que ça prend un minimum de temps, parce que moi, il y a des ministères où je trouve ça déplorable. Ça va trop vite. Je regarde l'éducation. Je pense qu'il y a eu 7 ministres en 15 ans. Mais comment veux-tu qu'un ministre t'as pas le temps de t'approprier les dossiers. Puis si c'est trop longtemps, ben, ça devient trop tapatante. Alors moi, je pense que 6 ans, c'est une bonne chose. T'es confortable avec très à cette l'aise. Tu ouvres la porte justement au niveau de l'énergie, peut-être, etc. Ça ressemble à quoi? Parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'imaginer, surtout toi, avec le nombre de ministères que tu avais, ça ressemblait à quoi une semaine typique? Ben, la grosse difficulté, c'est que, étant en politique, tu dois réagir beaucoup à ce qui se passe. Alors, par exemple, les journaux, les médias. Moi, j'avais un directeur des communications extraordinaire parce que je disais pas tous les journaux le matin, des revues de presse. Oui, là. Oui. Mais là, il faut t'apprendre rapidement à réagir, parce que surtout quand tu travailles au Parlement, les journalistes, la colline parlementaire, regardent le Journal de Montréal, la presse, le Devoir, puis oups, ils sortent les autres. C'est pas évident, là, parce que quand tu as un ministère qui est large, les dossiers, je ne connais pas. Ça devait toujours sortir. Alors, j'avais 1 heure le matin, il fallait que les dossiers que je maîtrisais moins, OK, de se faire expliquer ce qui se passe. Alors ça demande beaucoup de temps, puis c'est pas du temps que je considérais pertinent à mon métier, mais pertinent... Là, ça revient au côté gestionnaire et politique. Exact. Alors ça c'est particulier. Après ça, ce qui est complexe, c'est que tu passes de plusieurs industries à d'autres, et de l'énergie, de l'innovation, de la science, de l'économie et différents secteurs économiques. Là, il faut que tu sois capable rapidement de te saisir des enjeux. Tu rencontres des entrepreneurs, tu rencontres des universitaires. J'ai rencontré beaucoup les recteurs des universités. D'une journée, là,
C'était bien Tu rempli. passes de l'environnement à l'économie, alors ça devient très... en fait, c'est stimulant. C'est là ton challenge intellectuel Exact. aussi. Puis moi, une de mes forces, c'est que j'ai une bonne mémoire. Alors, c'est sûr que ça me stimulait, mais ça demande. Ça demande de la concentration. Là, le soir, quand tu te couches, tu es fatigué. Là, mais c'est ça. Donc, ce qui est complexe, c'est que c'est multidimensionnel en termes de secteur d'activité. Et le côté plus reddition de compte médiatique te demande d'être capable... On voit des fois, on répond à des questions, on ne connaît pas le sujet. Ouais. Tu fais quoi? Tu te dis non, je ne sais pas répondre? Fait que là, moi, j'ai tendance à dire ça, mais attention, tu en parles un peu. C'est très difficile parce qu'il faut que tu sois très large, peu profond, ce que je n'aime pas. Ah. J'aime un plus étroit et plus profond, alors il fallait composer avec ça, mais bon. C'est vrai, tu ne pouvais pas avec tout ce que tu avais à répondre, tu n'as pas le choix quasiment de rester en surface, mais après ça, tu peux te le faire reprocher, mais j'ai l'impression que, avec la quantité de... Mais les gens savaient aussi, les gens savaient qu'il y a des sujets qui me passionnaient, où j'étais pertinent, puis il allait là. Ouais. D'autres sujets, là, je dis, allez voir un autre ministre. Allez voir un autre ministre. On approche dans nos dernières minutes là, d'entrevue. Je ne peux pas demander... premièrement, une question qu'on demande à tous les invités. Selon toi, Pierre Fitzgibbon, est-ce qu'on est ou on devient entrepreneur? Je pense qu'on peut le devenir. Mais à la base, je pense que le côté génétique est important aussi. Évidemment, une famille entrepreneur, c'est plus facile pour une progéniture de continuer. Mais moi, je pense qu'on peut... La fibre entrepreneuriale, je pense qu'elle existe un peu chez tous les individus. Comment tu la nourris, comment tu l'excites. Moi, je pense qu'il faut partir très jeune. Moi, j'aime beaucoup le système dual d'éducation en Allemagne, par exemple, où on prend nos jeunes, puis ils prennent les jeunes au secondaire, puis ils envoient des entreprises, voir ce qui se passe. Déjà pour leur montrer. Moi, je pense que c'est important que nos enfants soient capables, très jeunes, d'être exposés à l'entrepreneuriat pur. Pour pas que ça les effraie plus tard. Puis parce que je pense que la fibre existe partout, mais il faut la nourrir. Puis il y a des gens, je pense que, tu sais, à l'âge de 14, 15, 16 ans, on observe dans les curieux, ils sont exposés à ça. Moi, je pense qu'on va voir... ceux qui veulent en faire vont pouvoir dire, hey, ça m'intéresse de faire ça. Si on arrive après l'université, trop tard. J'aime ça. Puis justement, pour ceux qui nous écoutent, là, des jeunes ou des entrepreneurs qui considèrent l'entrepreneuriat, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Bien, je pense que le mentorat. Moi, je crois beaucoup au mentorat. Mentorat, c'est un terme qui peut être galvaudé, là. Mais je pense que les jeunes... Aujourd'hui, là, les jeunes de ma génération, même plus jeunes, quand tu vois un jeune, j'en vois plusieurs, des enfants de mes amis qui te parlent, je trouve ça stimulant de pouvoir parler à des jeunes. Alors, je dis aux jeunes, allez voir les entrepreneurs. Parlez-leur. Souligner peut-être que j'ai un intérêt, comprendre ce qu'ils font. Bon, ils vont être attirés par ça. Alors, je pense qu'il faut être capable avoir un système de mentorat. D'exprimer nos désirs, parler aux plus vieux. Je pense que ça va s'en rendre tout seul. Donc, à nos jeunes, ayez pas peur d'aller cogner à la porte puis de vous trouver un mentor. L'audace. L'audace, ça, c'est vrai. Ça, je pense que ça nous sert toujours... Je regarde beaucoup on parlait des femmes entrepreneurs. Oui. On va déroger un petit peu. C'est bien pour finir notre émission. J'ai noté souvent, les femmes viennent me voir, les entrepreneurs, puis ils me disaient, bon là, c'est pas facile pour nous autres d'aller voir la banque, d'aller voir l'institution. Alors moi, puis c'est probablement parce que jeunes garçons sont peut-être plus audacieux, sont plus agressifs, pas agressifs, c'est le mauvais mot, mais sont plus mais audacieux. Je pense qu'on leur permet plus, c'est ça, dès un jeune âge, de dire, tu sais, si toi fonceur. Moi, je disais aux jeunes filles, là, j'ai créé Evol, là, qui supporte les jeunes femmes entrepreneurs. Et l'audace, n'ayez pas peur de les voir un banquier, tu sais, j'ai besoin d'argent, j'ai mon projet. Oui. Puis je ne dis pas que c'est généralisé, là, mais je pense qu'il faut... C'est ça, non, mais on a la Fondation Les Oitiers comme partenaire aussi. Soyons audacieux, sans être agressifs, sans être assertifs, sans être... mais moi, je pense qu'il faut... L'entrepreneuriat, c'est de l'audace, c'est de la prise de risque. Il faut la calculer. Il faut avoir à côté de nous des gens qui vont nous ramener à l'autre, soit des gens plus vieux ou soit des gens qui sont plus conservateurs, même âge. Alors, de bien s'entourer, être audacieux et surtout de demander aux gens de nous expliquer ce qu'ils font. Parce que quand on est jeune, les gens veulent nous aider. Oui. C'est ça qu'on ne réalise pas des fois. Des fois, la personne, elle attend juste qu'on vienne lui demander. Pierre Fitzgibbon, c'est tout le temps qu'on avait. Un énorme merci d'avoir accepté notre invitation à Intention Inc., d'avoir eu la chance de discuter d'entrepreneuriat global. C'est vraiment un plaisir. Pour notre 100e épisode, on était chanceux d'avoir cette discussion. Merci à Gilles Lamarche qui est à la mise en onde. Merci à Sophie à la technique. Merci à Amanda pour
pour la gestion de communauté. Merci à vous. C'est un réel plaisir de vous accompagner chaque semaine et de nous avoir suivis pour les 100 premiers épisodes. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcasts pour nous suivre pour les 100 prochains et ne pas manquer un. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre à jeudi prochain. À bientôt.